Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre sur Congo Buzz Télévision. Bienvenue dans votre magazine d'analyse et d'actualité en République démocratique du Congo. Leçons et comment améliorer les élections à venir. Ce commandant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, analyse des 6 engagements. Vous le savez très bien, lors de sa prestation de serment, le chef de l'État est revenu sur beaucoup de choses. Alors, sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir M. Jean-Félix Senga. Il est cadre de l'ECD. Il nous fait l'honneur dans ces magazines d'échanger sur l'actualité. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, cher Jean-Félix. Vous êtes cadre de l'opposition. Nous abordons premièrement la question du processus électoral qui a eu beaucoup de irrégularités, bien sûr. Je voudrais un peu de manière ramassée nous donner un peu votre analyse par rapport à ces processus et on va voir quelles sont des leçons que nous avons y à tirer durant ces processus électoraux dirigés par Denis Kadima. Bon, merci pour la question. Au fait, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Donc il était de bonne loi que les élections du 4e cycle soient de loin mieux meilleures que les précédents. Parce que au fur et à mesure que nous en organisons, nous sommes en train d'acquérir une certaine expérience, une certaine maîtrise. Donc il y a des choses qu'on connaît, des paramètres qu'on est censé avoir maîtrisés, donc qui ne pourront plus tellement faire objet de discussion. Très bien. Et ce qui fait que le 4e cycle devait aller sous les roulettes. Malheureusement, le problème qui se pose juste dans notre pays, d'abord, ce n'est pas tellement le problème des textes, ce sont le problème des individus. Chez nous, j'ai l'impression que ce qui compte pour nous, c'est conserver le pouvoir. C'est conserver le pouvoir, c'est ce qui compte. Alors, pour conserver le pouvoir, on est, on dirait en quelque sorte, obligé de trouver à tout prix les voies et moyens qui vous permettent de conserver ce pouvoir. Et c'est ce qui fait que, au lieu que les élections ne soient dirigées, orientées par une structure citoyenne apolitique, malheureusement, les politiques s'invitent à la chose et ils influent sur la manière dont le processus doit être mené, organisé. Et c'est ce qui fait qu'il est difficile que nous ayons des élections libres, démocratiques, transparentes et surtout impartiales. Parce que le problème, c'est à ce niveau qu'il se pose. Et la CENI, c'est comme un arbitre qui doit réglementer, qui doit gérer un match entre deux équipes différentes. Et ces équipes-là sont tenues à respecter les mêmes lois. Malheureusement, chez nous, d'abord, au niveau seulement de l'élaboration de lois, on a des lois uniques. Et les hommes qui sont censés les appliquer, ils ne sont pas partials. Ils ne sont pas partials. C'est selon que tel ou tel les a engagés. Donc, en les engageant, on leur donne une certaine mission à remplir. Et c'est ce qui pose problème. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous pouvons sans embâche dire qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu organisation d'une fraude. Il y a eu un braquage électoral qui a été organisé par M. Kadima, qui, lui, est spécialiste en fraude. Et il s'est exercé à travers l'observation de certaines élections organisées en Afrique, ça et là. Il a pu comprendre les méandres, comment l'on peut organiser une fraude sans qu'au départ, le commun de mortels ne s'en rende compte, à part des esprits
avertis. Et c'est ce que Kadima vient de nous produire aujourd'hui. C'est là le problème. Donc, parler d'irrégularité, se vouloir minimiser la chose, vouloir amener le peuple à comprendre que bon, les irrégularités sont dues au fait que l'homme n'est pas parfait, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, et par conséquent, comprenez qu'il y ait quelques irrégularités. Non, on veut s'excuser, se dédouaner. Ici, il n'est pas question que de quelconques irrégularités. Il est question d'une fraude organisée. Merci beaucoup, cher Jean-Félix. Vous avez parlé, évoqué premièrement que le pays a un problème d'hommes que d'une politique adaptée pour faire les choses. Je voudrais que vous puissiez nous présenter quel format envisagez-vous avoir prochainement, parce qu'on n'en parle plus. Nous tendons, le président de la République a déjà prêté serment. Bientôt là, d'autres démarches vont commencer. Comment organiser prochainement les élections? Je voudrais, au-delà de tout ce que nous avons, que Kadima nous a présenté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok. Dire que le président a déjà prêté serment, donc c'est fini. En fait, c'est cette manière abusée des Congolais de voir les choses. Je disais, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Le 3 premiers, c'était toujours, il y a eu fraude, mais regardons de l'avant, avançons. Très bien. Mais aujourd'hui, tout le monde peut se rendre compte qu'on n'a jamais avancé. On n'a jamais avancé parce qu'on n'a jamais commencé. Pour moi, commencer, c'est-à-dire, prenons notre constitution qui est la loi fondamentale. Quand vous regardez dans son préambule, elle explique clairement qu'est-ce qui fait que nous continuons à patauger, à tourner en rond. C'est parce que et la plupart de ceux qui accèdent au pouvoir pour présider à la destinée de ce pays le font de manière abusée. Ils le font pas en respectant l'expression de la souveraineté de notre peuple. Parce qu'après tout, c'est le peuple qui détient le pouvoir, c'est lui qui le confère à ses représentants pour le gérer. Malheureusement, on ne respecte pas cela. C'est à cause de ça que nous avons tout le temps des institutions et des animateurs de ces institutions illégitimes qui font que les choses n'avancent pas. Tant qu'on n'aura pas pris conscience qu'il faut commencer par là, eh bien, nous allons continuer à nous encourager. Avançons sans jamais avancer, sans jamais aller nulle part. Voilà pourquoi nous pensons que la première des choses à faire, c'est de revenir à la Constitution, de respecter ne serait-ce que notre Constitution, qui est pratiquement la Bible de la République démocratique du Congo. L'on ne peut pas prétendre, vous avez notre Bible, qui est pratiquement notre boussole, qui nous indique quelles sont les voies que nous devons entreprendre pour arriver où nous allons. Nous ne voulons pas suivre ces voies-là. Nous voulons créer d'autres qui ne sont pas en symbiose avec les lois, avec les voies tracées par la loi fondamentale. Donc nous allons tout le temps nous heurter à un mur devant nous. Voilà pourquoi la première des choses, on commence par respecter ce que la Bible dit, ce que notre Constitution dit. Donc il nous faut des élections qui soient crédibles, démocratiques, transparentes, impartiales et apaisées. Quand vous aurez des élections... Donc les élections organisées par Denis Kadima en 2023, disons ainsi, n'a pas respecté tous ces critères. Ni de près, ni de loin, les élections n'ont pas respecté. Je donne un exemple banal. Monsieur Kadima, dans son courage légendaire, pour vouloir se dédouaner, malheureusement, il s'y prend encore très mal, il choisit 82 personnes à invalider. Ces 82 personnes ont voté sur un même bulletin, l'élection présidentielle, législative nationale, provinciale et communale. On frappe d'une mesure d'invalidation M. Willy Bakonga, qui ne sera pas élu député national pour avoir fraudé sur un même bulletin. Mais quand les résultats des élections législatives provinciales sortent,
Willy Bakonga est élu député provincial. Allez-y comprendre quelque chose. Moi, je crois que ça ne demande pas seulement les débats. Les faits sont tellement clairs, les faits sont tellement têtus, à moins qu'il y ait des esprits torturés qui tiennent à ce que leur point de vue, malgré la vérité, malgré la justice, malgré la paix recherchée à l'issue des élections, ils veulent faire le forcing, eh bien qu'ils fassent le forcing, mais néanmoins, toute bonne conscience comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est un même bulletin. Comment vous le frappez? Vous dites, on l'invalide au national, mais vous le validez au provincial. Pourquoi? Parce que lui avait la machine, il trichait. Donc lui n'a triché que pour le national. Il n'a triché que pour le national, non. Parce qu'il était candidat provincial également. C'est qu'il a dû tricher pour le provincial, pour le national et même pour le présidentiel. Il a triché pour ça. Mais vous le frappez que pour le national. Ça démontre en suffisance qu'il y a deux poids, deux mesures, une justice à double vitesse. Et cette justice-là ne peut jamais élever la nation. Donc il va falloir que M. Kadima se conforme aux normes. Quand moi je suis convaincu, quand Fachi embauchait Kadima, il embauchait en lui donnant une mission. Moi, il me faut laver l'affront. Embaucher veut dire quoi? Parce que nous avons vu les écluses, les responsables des confessions religieuses voter de manière démocratique. Denis Kadima, à quel moment Félix Tshisekedi s'est ingéré dans l'affaire Denis Kadima? J'ai comme l'impression, ici chez nous, on se plaît à se mentir soi-même. On se plaît, on prend plaisir à se mentir. Une fois qu'on est convaincu de ses propres mensonges, on veut les relayer, les partager à tout le monde. Kadima, c'est un membre de l'UDPS. Ça, ce n'est un secret pour personne. Kadima a toujours œuvré dans l'UDPS. Ça, ce n'est pas un secret. Il est vrai, l'on peut dire qu'il y ait eu une coïncidence, d'une part, membre de l'UDPS, d'autre part, il serait membre de l'église qu'il aurait recommandé. Cette coïncidence peut arriver. Mais malheureusement, Kadima n'a jamais été membre de l'église kimbanguiste. Non, nous y allons. Parce que nous y allons, il ne faudrait pas que... Le bureau lui-même de la CENI n'est pas composé que de M. Kadima seul. Il y a les membres de l'opposition qui sont là. Ok. La plénière, en tout cas, merci pour avoir évoqué cela. Vous vous souviendrez en son temps, quand on a fait la composition de la CENI, l'opposition était montée au créneau. Nous avions fustigé le fait qu'on avait procédé au débauchage. On a débauché dans l'opposition. Vous vous souviendrez, celui qui est premier vice-président était censé être membre de l'ensemble. On a débauché. Et celui qui était censé être deuxième vice-président était censé être membre de FCC. On a débauché Manara. Dans la plénière, vous avez M. Monizi, qui était soi-disant de la DVI, la DVI que moi je coordonne. La DVI, s'il fallait engager, donc je serais concerné au plus haut point. Moi, je ne l'ai jamais recommandé. Moi encore, celui qui était coordonnateur de la DVI, c'est-à-dire le candidat Martin Fayoulou. On ne l'a jamais recommandé. Donc, ils ont été débauchés. D'ailleurs, donc juste à ce niveau-là, ils ont falsifié. Ils ont torturé l'esprit du texte. Donc, ce qu'ils vous ont amené, ce n'est pas du bon produit. Ce n'est pas du bon produit. Parce qu'ils sont partis du mensonge. Hein, ils sont partis de la fraude. Parce qu'ils vous ont présenté des gens comme si ils appartenaient à certaines familles politiques. Pourtant, ces gens-là n'étaient pas en odeur de sainteté par rapport à leur regroupement politique. Donc, c'est déjà un premier point qui démontre un mauvais départ, qui démontre l'intention malveillante de vouloir fausser les choses parce qu'on vous présente quelqu'un qui n'est pas dans le vrai. Ça, c'est déjà un départ. Eh bien, ce sont ces gens-là, débauchés, qui vont composer avec un certain Kadima qu'on aurait recommandé à l'église kimbanguiste, qui, elle, à son tour,
au niveau des églises, le présentera comme son candidat, du moment que Kadima n'a jamais été membre de l'église kimbanguiste. Donc, ça, c'est le point de départ. Ouais. Et je vois mal comment que le départ soit aussi mauvais que ça et qu'il donne un bon résultat à la fin. Parce que les Congolais, eux, pensent que... Son péché, c'est pas peut-être parce qu'il est de la même tribu que le président de la République, que vous les traitez ainsi. Moi, je crois Cette question a été également évoquée. Moi, je crois que depuis que je commençais à présenter les griefs, à démontrer les griefs qui font que cette CENI est très mal partie de sa composition, en aucun cas, j'ai évoqué une quelconque tribu. Très bien. Donc moi, je ne parle pas en termes de tribu. Merci. Écoutez, vous avez à la CENI, au secrétariat exécutif, c'est pratiquement lui, le poumon de la CENI. Donc celui qui travaille là-bas, c'est M. Toto. M. Toto n'est pas du Kasaï. Est-ce que quand on a acheté Monizi, il est du Kasaï? Quand on a acheté Manara, il est du Kasaï? Non. Donc, pour acheter quelqu'un afin qu'il roule pour votre cause, est-ce qu'il suffit, il faut qu'il soit nécessairement de votre tribu? Pas, loin de là. Loin de là. Donc, moi, je n'évoque pas nécessairement cette question, mais néanmoins, je vous présente un tableau qui démontre à suffisance qu'on a commencé à trafiquer dès le départ. Merci. Alors, M. Jean-Félix, vous avez donné les premiers points, s'il faut, le respect de la Constitution. Deuxième point, comme ça, on passe à cette question. Pour prochainement, il faut rester dans la Constitution qui est notre Bible. Il faut rester dans la Constitution. Nous devons respecter, nous devons implémenter le préambule de notre Constitution dans ce que nous faisons. Très bien. De deux, il nous faut élaborer de lois impartiales. Il nous faut élaborer de lois impartiales. Et je vois même mal que l'on puisse chaque année chercher à modifier les lois. Qu'est-ce qui change pour que l'on modifie chaque année des lois? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Vous comprenez que ce qui change, c'est juste les calculs politiciens de dire il nous faut ça, ça, ça pour gagner ces élections, bien entendu par la manière frauduleuse. Si on n'incorpore pas ça, il nous serait difficile de frauder. Eh bien, c'est ce qui anime, qui motive les politiques pour apporter parfois différents changements dans nos lois afin d'aller aux élections. Donc, il nous faut apprendre à élaborer des lois impartiales. C'est la deuxième des choses, élaborer des lois impartiales. Il nous faut nous décider, est-ce que la CENI devra rester complètement apolitique ou la CENI devra être politique? C'était d'ailleurs ma question, cher Jean-Félix. C'était là ma question. Voilà, donc j'en arrive et je réponds. Vous vous souviendrez, à l'époque où l'on était en train de travailler sur les lois, sur la composition de la CENI, la Mouka, en son temps, avait suggéré que la CENI soit apolitique. C'est-à-dire, leçon la CENI qu'à la société civile, au mouvement citoyen, nous les politiques ne nous invitons pas là-bas. De sorte que, faisant confiance aux églises et avec ces hommes qui, c'est toujours quand même un risque, mais néanmoins, les gens de la société civile, les gens des mouvements citoyens devraient engager leur personnalité et leur dignité. En le faisant confiance de ce point de vue, nous pouvons penser qu'il y ait des élections on ne peut plus démocratiques. Nos amis n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu que la CENI soit apolitique. Voilà pourquoi ils ont décidé, ils ont fait une loi telle que le représentant des politiques devait être dans le bureau de l'équipe qui dirigeait la CENI. Or, si vous voulez qu'il y ait des politiques, alors faites en sorte que tous les groupements politiques se retrouvent, de sorte qu'ensemble, nous puissions nous surveiller. Faites en sorte que les politiques qui sont dans la CENI ne soient pas des gens qui ont été débauchés, mais par contre, les gens mandatés par leur parti
et qui travaillent en faisant de temps à autre des rapports. Le parti peut faire le suivi à travers eux. Hein, le parti peut donner, le regroupement peut donner des orientations, non là-bas, ceci, et quand on se surveille comme ça, et qu'il y a des fortes personnalités, à ce moment-là, il y a lieu de penser que nous arrivions à une équipe homogène qui soit un peu plus indépendante. Malheureusement, c'est le fait que l'équipe ne soit pas indépendante que nous connaissons de problèmes. Donc voilà les quelques pistes de solutions que nous proposons pour que l'on puisse améliorer, parce que tout ne dépend que de nous. Tout ne dépend que de nous. Et nous avons compris 3 cycles électoraux après, aujourd'hui le 4e, que chaque fois nous débouchons sur des élections à problème, des élections qui en appellent à des revendications du genre. Quand vous les examinez de très près, vous comprenez que ça appelle à l'annulation de l'élection, parce que les résultats n'est ni conformes à la vérité et à la justice des urnes. Les choses étant, donc, on ne peut pas accréditer ces élections, on ne peut pas donner. À ce moment-là, nous créons un problème, un précédent, c'est-à-dire les gens qui nous regardent de l'extérieur, qui veulent venir investir, parce que le Congo, c'est un grand marché, ce sont des potentialités que le Congo offre aux autres, ils ont peur de venir investir à cause du bruit, des chamailleries, des problèmes. Comment l'on ne comprend pas qu'il était temps aujourd'hui que nous engageons le pays dans la voie du développement? Pour engager le pays dans la voie du développement, il va falloir que nous organisions des élections qui soient réellement impartiales, qui respectent réellement l'expression de la volonté de notre peuple. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. Donc, selon vous, si j'ai... Bon, c'est une question que je me demande. Est-ce que la CENI deviendrait crédible que si il proclame les candidats de l'opposition, au cas où il proclame les candidats au pouvoir, cela devient incrédible? En tout cas, si sur le plateau que vous m'offrez, je me permets de dire que la CENI est indépendante parce qu'on a proclamé les candidats de l'opposition, je crois que je deviens malade. Je deviens malade. Par contre, ce que nous devons expliquer à notre peuple, qu'est-ce qu'on entend par une bonne élection? Qu'est-ce qu'on entend par une mauvaise élection? Voilà. Le problème, c'est là. Une bonne élection part de l'élaboration de la loi, comme je dis. Vous élaborez la loi impartiale, pas la loi confuse, la loi touffue, comme l'article 47 de la loi électorale. Quand vous lisez Alinéa A, 1, 2, 3, c'est de la confusion. Bizarrement, l'opposition était... L'opposition n'avait jamais été d'accord avec cet article. Il faut le retenir. D'ailleurs, si vous êtes correct avec nous, reprenez la vidéo du jour où la CENI a invité les candidats présidents, quand ils étaient tous ensemble. Eh bien, le président élu de 2018 est revenu sur ça. Il en a parlé, il a expliqué comment cette confusion-là poserait des problèmes. Personne n'a prêté l'oreille. Pour une précision, est-ce que c'était le cadre approprié pour traiter cette question, alors qu'il y a tout un parlement qu'il fallait peut-être aborder cette question, vu aussi les timings, avec quelle autorité la CENI pouvait modifier cette question? Tout à fait. L'on pose toujours la question, est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était le lieu? Mais quand on est en train d'élaborer les lois au Parlement, vous vous souviendrez, nous avons élaboré au niveau de la Mouka toutes les lois. Nous avons élaboré. Est-ce que le Parlement s'est donné la peine de consulter? Non. Nous avions même proposé en son temps que quelqu'un ne se présente pas à plusieurs élections au même moment. Nous avions proposé ça. Est-ce que nous avons été suivis? Est-ce que nous avons été suivis? Nous avions même proposé, quand quelqu'un est déjà député, il reste député. Quand il quitte, il prend une fonction autre que une fonction non élective. Il prend cette fonction, c'est un mandataire. Et quand il quitte le Parlement, il le quitte pour de bon. Même si on le faisait partir
de cette fonction-là, eh bien, il perd parce qu'il a déjà été remplacé par son suppléant. Nous avons fait tous ces propos. Est-ce que ça a été suivi? Donc, je pense que ce serait, permettez-moi, malhonnête de dire que ce n'était pas le moment ou ce n'était pas l'endroit approprié. Merci. Parce qu'il s'agit de la ruse qui a fait que l'on obstrue toutes les voies par lesquelles les lois proposées par la Mouka pouvaient entrer. Ok. Oui. Donc, nous parlions des élections. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par une bonne élection? Parce que personne ne se trompe, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, qu'une élection est bonne parce que c'est votre candidat qui est passé. Okay. Une élection, elle est bonne quand elle respecte la loi. Quand elle respecte la loi. Et quand cette loi est impartiale. Et à ce moment-là, on peut dire que l'élection est bonne. Or, si aujourd'hui nous devons visiter notre loi électorale, je vous citerai tout un chapelet de lois que M. Kadima a violé. Qu'il a délibérément violé. Lui qui a voulu que l'élection soit, que la transmission des résultats soit électronique, c'est lui qui avait le monopole d'avoir les machines, c'est lui qui a pris les machines, qui les a données qu'à une seule famille politique. Il n'y a que le cadre de l'Union sacrée qui avait des machines à voter. Vous n'allez pas me dire que ces cadres-là sont allés commander à la société Mirou System qui, cette société, n'avait un contrat, un accord qu'avec la CENI. C'est la CENI qui a donné des machines. Ils ont été sanctionnés par la même CENI. Non, ils n'ont pas été sanctionnés. Je viens de vous donner le cas de Willy Bakonga. Je viens de vous donner le cas de Willy Bakonga. Et je vous donne le cas de M. Kalumba. Et puis, même cette sanction-là, c'est une sanction sélective. Parce que M. Kadima, tellement il avait honte que toutes les missions d'observation pointent du doigt cette façon de tricher. Alors, pour montrer qu'il était sérieux, pour faire croire aux gens qu'il est sérieux, du moment que tout le monde sait que Kadima c'est un fraudeur, dans l'histoire de ce pays, tout le monde retiendra que le plus piètre des présidents de la CENI que nous ayons connu, c'est le fraudeur Kadim. Merci beaucoup, cher monsieur Jean Félix. Alors, la publication des résultats de députés nationaux, une assemblée purement renouvelée avec une configuration à 80%. Alors, quelle est votre lecture? Comment vous envisagez voir? Parce que l'opposition, on les rappelle bien, elle est minoritaire. Non, bon, au fait, on va dire il y a quelque chose qui a semblé être respecté. Okay. C'est que à chaque nouvelle mandature, l'Assemblée nationale a toujours été renouvelée à 80%. Très bien. Ça, c'est un acquis. De deux, vous allez comprendre que cette fois-ci, Monsieur Tshilombo était plus que jamais déterminé à se donner une majorité. Dans une démocratie sérieuse, où vous avez des grands regroupements politiques, tant à l'opposition qu'au pouvoir, il n'y avait qu'un seul regroupement, l'Union sacrée, l'Union sacrée qui, en elle-même, a créé des multitudes de mosaïques. On a créé, comme on l'a fait, effectivement, au troisième cycle électoral avec M. Kabila. M. Tshilombo s'est bien inspiré, c'est dire de lui-même, pas de vision. Il est allé piocher chez Kabila, comment on a fait pour créer, se donner une majorité. Aujourd'hui, moi je voudrais inviter tous les Congolais, quand vous regardez d'un bon oeil, quand vous êtes logique avec vous-même, vous trouvez que il est normal dans une assemblée nationale de 500 députés qu'il n'y ait que 27 opposants. Peut-on trouver ça normal? Du moment que... Non, incombe la faute alors que les élections étaient libres, inclusives. Non, par contre, nous venons de montrer ici qu'il n'y a pas eu élection. Donc ne parlez pas d'une quelconque élection libre. Nous venons de parler qu'il y a eu organisation de la fraude, qu'il y a eu un braquage. Donc M. Kadima avait la mission
D'ailleurs, vous avez même des audios qui circulent, on appelle Kadima, je vais te donner 10 000 dollars dès que mon nom sort, je donne 10 000 dollars. Il y a des vidéos qui démontrent comment la machination a été faite. Moi, je crois que c'est ni à l'honneur de M. Chilombo, moins encore du fraudeur Kadima. À décider avec le président Martin Fayulu, vous regrettez d'avoir participé à ces élections? On ne regrette pas du tout. Au moins, je me dis ceci. Admettons que j'ai été candidat à cette blague de mon goût de M. Kadima. Admettons que j'ai été candidat. Donc, peut-être j'aurai de l'émotion. Je souffrirai peut-être de la tension artérielle. Parce que les choses qui viennent de se passer sur le terrain, les gens martèlent, démontrent que Kazadi Peter et son ami Augustin n'ont pas été élus. Et ceux qui disent ça, ce sont les gens de leur propre famille politique qui exhibent des preuves qui démontrent que eux ont été élus, pas les Peter et autres. Mais c'est le Peter qu'on vous sort, député national, député provincial. C'était des nominations. C'était des nominations. Notre loi électorale, vous savez qu'un membre de la CENI ne peut pas présenter son fils ou sa femme comme candidat. Agé Matembo. Non, notre loi. Non, c'est pour vous montrer que les gens jugent mal. Oui. Pour juger du sérieux de cette soi-disant élection, il faut partir de la loi. Est-ce que Kadima a observé la loi? Non. Non. On nous a répondu qu'il n'est pas interdit d'un frère, des membres de l'équipe. C'est pas interdit. Vous avez M. Toto, le secrétaire exécutif. Sa femme réside en Caroline du Nord. Elle n'a jamais été ici pour faire la campagne ou quoi que ce soit. Mais elle est sortie quand même députée. Vous prenez les Congolais pour qui? Et pourquoi, vous, les gens des médias, ce genre de choses, ces éléments-là, ne vous inquiètent pas? Comment ça ne vous inquiète pas? Et vous trouvez même des mots pour dire on a assisté à une élection indépendante, en tant que vous avez des faits, et ces faits ne sont pas mineurs, ne sont pas des faits isolés. Ce sont des faits qui s'étendent partout. Ça devait amener tout le monde qui a le bon sens, tout le monde qui a encore un cerveau intact, à dire, en tout cas, nous venons d'assister, on peut dire, nous venons d'assister à quelque chose qu'on peut chercher les noms, mais pas l'élection indépendante, pas l'élection ligne. C'est ainsi que M. Kadima, eh bien, il faut que les gens reconnaissent que c'est un monsieur qui est venu créer la tragédie dans notre pays. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre la dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes, on retient quoi par rapport aux leçons à tirer? Par rapport aux leçons à tirer, il est vrai, je parlais de notre loi, notre constitution que nous devons apprendre à respecter. J'ai évoqué la question de la création de lois impartiales. J'ai parlé, il faut aussi parler de la qualité des hommes. Oui. Il faut parler de la qualité. Le problème, c'est plus à ce niveau qui se pose. La qualité des hommes. Nous avons des hommes, des médiocres. Nous avons plus de médiocres. Et notre société aujourd'hui est le plus dirigée par les médiocres que les gens respectables, sérieux, qui peuvent aider ces pays à aller de l'avant. C'est plus les médiocres. Donc il faut vraiment faire attention sur la qualité des hommes. Parce que je disais d'entrée de jeu, le problème qui se pose chez nous, c'est un problème d'hommes. Nous n'avons pas assez d'hommes de qualité. Le Congolais, c'est quelqu'un de naturellement flatteur. Un Congolais, il est prêt à se faire esclave pour le pain, pour l'argent, pour le poste, pour une jeep, pour une veste. Un Congolais est prêt à se faire esclave. Malheureusement, c'est aussi un défaut qui fait que dans l'avenir, il faut qu'on réfléchisse. Devrons-nous laisser la capitale ici à Kinshasa ou l'amener par exemple à Goma, à Kisangani, où vous avez
des gens qui ont encore conscience, des gens qui réfléchissent encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, parce qu'il nous reste quelques minutes. Mandat de Félix Antoine Tshisekedi, analyse de ces 6 engagements ou plans de gouvernance. Il a tenu un discours. Votre lecture? Bon, quand vous suivez les 6 engagements, le premier par lequel il commence, c'est la stabilisation, je crois, créer de la monnaie. Ouais. Hein? Donc, les 6 engagements, où sont-ils? Les 6 engagements, bon, il a parlé de... Premièrement, créer plus de l'emploi en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes au moyen d'une approche volontariste et inspirée des réalités sociétales. Je crois que pour ce qui concerne le mot, le verbe, nous, le Congolais, nous savons avoir le verbe et le manipuler. Mais le contenu des mots que nous utilisons, apparemment, nous n'en avons pas conscience, nous les Congolais. On peut utiliser un mot juste parce qu'on a besoin de parler, mais quand on regarde la richesse, le fond, le contenu qu'il y a dans le mot, apparemment, on a l'impression qu'on ne le comprend même pas. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est vrai, nous devrions avoir certaines priorités. Quand on dit créer l'emploi, l'emploi, ça demande beaucoup de moyens. Si on veut créer l'emploi pour enrayer le chômage ou le réduire le plus possible, s'il en était question, parce que le chômage est à la hauteur de 94% des jeunes de notre pays. Vous comprendrez qu'il faut créer des sociétés qui créent des emplois du genre 300 000, 600 000, 1 million d'emplois. Oui. Pensez-vous, avec les budgets que M. Tshilombo a, non seulement le budget qu'il a, la manière dont lui-même utilise les budgets là, la manière où lui, il se bat pour une classe telle que les députés, les ministres et les conseillers à la présidence, où on fait que 70% du budget soit consommé que par les institutions. Vous pensez, avec ça, il peut être à même de créer une seule industrie ou entreprise qui peut engager 50 000 personnes. C'est un leurre. Il a dit les choses pour le plaisir de le dire, parce qu'il faut dire quand même quelque chose. Et puis, pour l'avoir pratiqué pendant 5 ans, qui ne sait pas que lui, c'est à profusion qu'il fait des promesses. Il a reconnu, il promet d'éviter, n'est-ce pas, les erreurs du passé. Monsieur le journaliste, vous et moi, vous vous souviendrez quand M. Tshilombo avait été au Kasaï, en Bujumaï, il avait reconnu d'avoir fait beaucoup de promesses et d'avoir promis que je ne ferai plus de promesses, que je poserai que des actes. 2 ans après, quand il est rentré au Kasaï, avait-il réalisé ce qu'il a dit? Donc nous l'avons pratiqué, le Congolais le connaissent. Et lui aussi, je dois dire une chose, il connaît bien les Kinois. Il connaît les Kinois que c'est un peuple distrait. C'est un peuple distrait. C'est un peuple à qui, quand vous dites certaines choses, il crie comme si c'est déjà fait. Maintenant, ça n'arrivera jamais. Il connaît les Kinois. Voilà pourquoi il manipule les Kinois. Mais en temps, ce Kinois-là continue à rester dans la misère, dans la souffrance. Lui avance. Parce que je vois mal comment lui peut créer une industrie qui engage 50 000 personnes avec les budgets qu'il a, où il utilise 70% du budget. Et dans ces 70%, je crois, il utilise 50% dans les voyages personnels. Merci beaucoup. Imaginez-vous, il dit, il va faire en sorte que de ralentir, donc d'amenuiser le plus possible l'inflation. Il a dit, mais il n'y a pas plus d'1 mois et demi, le même M. Tshilombo était Top Congo. Quand on lui a posé la question sur l'inflation, il a dit lui aussi est victime, lui aussi est étonné. C'est dans les 4 nuits qu'il a trouvé finalement une solution. Non,
C'est pourquoi je vous dis, M. Tshilombo, c'est quelqu'un qui parle. Il a le verbe. Mais le verbe pour faire souffrir le Congo. Donc vous comprenez que lui-même dit des populations. La sécurité, on va sécuriser les personnes et leurs biens. Ça a toujours été le vœu de tous les Congolais. Vous savez ce que ça demande. Avant de commencer par sécuriser les personnes et leurs biens à l'est de notre pays, il doit commencer par libérer toutes les contrées qui sont occupées par les Rwandais. Toutes les contrées qui sont occupées par les Rwandais, il doit commencer par les libérer. Pourtant, et vous et moi, nous l'avons suivi. Il a dit cette fois-ci, dès qu'on ose tirer une seule balle, je convoque le Congrès, j'attaque le Rwanda. Mais on n'a pas tiré une balle. On a tiré des milliers de balles parce qu'on nous a ravis d'autres contrées. Il n'a rien fait. Mais maintenant... La SADC est déjà sur place. Non. Bientôt... Lui, il a dit que dès qu'on ose tirer une balle, mais on juge un homme, c'est par sa parole. Pour que vous me preniez au sérieux, il faut que je vous dise des choses. Je sois à même de matérialiser ce que j'ai dit. Mais lui, il a la facilité de dire, mais il a la difficulté de matérialiser ce qu'il dit. C'est ça le malheur. Donc, ces promesses risquent de n'être que des chapelets d'intention qui il va embobiner le Congolais, puis il va arriver à la fin, il va commencer à chercher comment changer la Constitution. Félix, donc, parce qu'il nous reste quelques minutes, la main tendue de Félix Tshisekedi à l'opposition pour son porte-parole, votre point de vue? Bon, d'abord, ça c'est pas la main tendue, c'est constitutionnel. Donc lui n'a pas tendu la main à l'opposition pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. C'est constitutionnel. Ça a été toujours... Non, c'est constitutionnel. J'en viens. Je n'ai pas fini. C'est constitutionnel. Donc ça, ce n'est pas de la main tendue. Ça, c'est un. Deux, il le fait dans quelle intention? Nous, l'opposition, nous disons que cette élection doit être en principe annulée. Parce qu'il a s'agi d'une fraude organisée par M. Kadima. Donc c'est à l'issue d'une fraude que lui a pu avoir, soi-disant, 73%. À l'issue d'une fraude. Et il en est conscient. C'est dans ces instants-là, après qu'on ait fraudé en sa faveur, qu'on le proclame président avec 73%, qu'on lui donne une majorité de plus de 450 députés. C'est à ce moment-là, il dit, je vais tenir à ce qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Un porte-parole qui viendrait comme pour dire l'élection ne doit pas être annulée. Nous reconnaissons l'élection. Nous reconnaissons donc M. Tshilombo comme avoir été élu en bonne et due forme. Or, l'opposition dit niet. Donc vous comprenez sa ruse là où elle est. Il a tissé quelque chose. Il se croit plus intelligent que tout le monde. Mais malheureusement, nous avons dit, à l'époque d'Étienne Tshisekedi, pourquoi on n'a pas eu de porte-parole? Le mandat passé, pourquoi on n'a pas eu de porte-parole? Parce qu'on a dit, celui qui était là n'avait pas été élu, il était illégitime, c'est par des méthodes frauduleuses qu'il est passé là-bas. Maintenant, comment lui veut qu'aujourd'hui, nous, qu'on lui dise, toi tu as été élu, du moment que nous savons, c'est la fraude que Kadima a organisée pour le mettre là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Donc, cette question se résout de soi-même. Il voulait tendre seulement le piège aux gens. Je continue. La soi-disant main tendue, j'entends dans la presse, on n'en parle pas. Mais quand vous suivez là, il y a un bout de phrase que vous ne relevez pas, où lui dit, les élections ont été rudes. Hein? Cette compétition élective a été rude. Donc, à l'issue d'un combat rude, un combat âpre, il y a une belle victoire. Donc, il va encore mettre dans la tête des gens, dans la tête de l'opposition qui dit que cette fraude, il faut l'annuler. Lui veut nous faire croire que non, c'est à l'issue d'un combat âpre que lui s'en est sorti vainqueur. Nous disons non, non, c'est une fraude qui a été organisée. Et si il tient ou il tiendra à être là, il sera là, tout en sachant que pour nous, il est toujours illégitime. Alors, donc malheureusement, il aura passé du temps sur...
Un mot peut-être pour terminer, Monsieur Jean-Félix. Plusieurs questions me viennent. On explique alors que nous sommes déjà à la fin. Est-ce que vous allez mener l'opposition? Vous allez mener votre combat? Donc, votre combat sera parlementaire ou vous voulez mener votre combat dans la rue? Mais les choses sont claires. Nous avons dit clairement, cette élection, il faut l'annuler. Maintenant, vous me parlez de quel parlementaire? Des gens qui ont été nommés? Ce sont des gens qui ont été nommés par Kadima. Peut-être à coup d'argent. Quelques députés de l'opposition, qu'est-ce que vous allez... Non. Écoutez, ça c'est un appât. Okay. Hein? Les quelques députés qu'on nous aurait donnés dans l'opposition, c'est juste un appât pour nous attirer de sorte que nous tombions dans ses bras pour que lui continue à se satisfaire du moment qu'il sait consciemment, pertinemment bien qu'il est là par la fraude organisée par M. Kadima. Donc, notre combat, s'il faut l'amener, nous l'amènerons en dehors. Parce que nous voulons l'annulation de ce braquage électoral. De manière démocratique, vous vous sentez à l'aise parce qu'il y a vous accusez beaucoup plus le pouvoir de ne pas vous permettre d'exercer vos revendications en toute liberté. Il est vrai, nous sommes en train de vivre ça comme par le passé. Il n'y a pas peu, le 27 décembre, nous avions projeté une marche pour exiger, bien entendu, l'annulation de cette élection. Et les gens venaient petit à petit au siège de l'ECD parce que la marche devait commencer à 12 h. Vous avez vu vers 10 h ce qui s'est passé. On engage les forces du progrès, on leur donne des armes blanches, on leur donne la tenue de la police, on engage les policiers, on vient bâillonner, tirer, gazer, on vient vous étouffer dans l'œuf en utilisant la force de l'État pour des intérêts des individus. Et avec ça, vous n'allez pas dire la démocratie s'épanouit, la démocratie va bien. Donc c'est au risque de nos vies que nous faisons l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Félix, pour votre... d'avoir accepté d'abord notre invitation et vos analyses aussi pertinentes. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir offert cette tribune afin de m'exprimer. Peut-être un dernier mot à tous les cadres et militants de l'ECD qui vous suivent par instant. À tous nos cadres et tous nos militants, nous savons que vous êtes très pressés d'en découdre. Mais nous pensons, le temps tel qu'il est, donnons le temps au temps, vous allez voir ce château, l'union sacrée, se fondre de l'intérieur parce que les intérêts ont divergé. Vous verrez que nous aurons beaucoup d'éléments qui viendront enrichir notre position par le fait que nous aurons des preuves chaque jour qui démontrent la suffisance que c'est une fraude qui a été organisée. Donc nous devons prendre du recul, réfléchir sérieusement pour définir de nouvelles politiques, de nouvelles manières de faire l'opposition, parce que nous connaissons les hommes au Congo, nous savons comment ils agissent, donc nous ne pouvons pas faire toujours les mêmes choses croyant que nous arriverons à des résultats différents. Donc nous devons définir de nouvelles manières de faire les choses pour qu'on change la donne. Cadre de l'ECD, membre de l'opposition, Jean-Félix Nsenga était notre invité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Les rendez-vous est pris et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.